Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Excavation Earth, un jeu de David Turkzy, Wei He et Gordon Calleja, édité chez Mighty Boards en Kickstarter et qui va vous proposer de retourner sur Terre en tant que faction extraterrestre afin de retrouver des anciens artefacts laissés par une pseudo-civilisation éteinte qu'on appelait à l'époque les humains. Et donc, on va venir sur Terre en tant que farfouilleur de l'espace afin de trouver des anciens artefacts que l'on va vendre au marché dans différents vaisseaux qui sont autour de la planète, qui sont représentés ici tout au-dessus. Dans ces vaisseaux, il y a des acheteurs potentiels qui sont intéressés par un type d'artefact et la Terre est séparée au niveau des continents par des couleurs. Donc ici, on va retrouver certains types d'artefacts dans certains continents. Et les acheteurs jaunes recherchent des artefacts de type jaune. Ils vont le payer à un prix différent selon qu'il est fort recherché ou pas fort recherché. Et on a ici un plateau qui représente l'offre et la demande au niveau de tous les types d'artefacts, donc de tous les acheteurs potentiels. Plus on a enlevé d'acheteurs ici, plus ils sont donc sur les vaisseaux en train de les rechercher, ce qui veut dire que ce type d'artefact est très recherché, il a donc une meilleure cote à la revente. On va donc essayer de trouver des artefacts et revendre des artefacts qui ont la plus belle cote possible évidemment pour faire de l'argent. L'argent, c'est ce qu'on a et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des points de victoire, vu que l'argent sont les points de victoire en fin de jeu. On commence avec 8 crédits au début et ces crédits-là vont nous permettre de développer, de faire les premiers types d'achats. Alors, on va jouer avec des factions différentes. Ces factions différentes ont des pouvoirs, des petits pouvoirs différents au départ. Donc on a bien un jeu qui est asymétrique selon le type de faction qui va être utilisé. On verra les factions en fin de jeu, mais sachez qu'elles ont un petit pouvoir qui est défini ici et qui permet d'avoir un avantage dans un type d'action ou un autre. Elles ont aussi leur propre vaisseau et un espace de stockage. Cet espace de stockage est ici, qui va nous permettre à chaque fois qu'on récupère un nouvel artefact que l'on compte vendre au marché et d'en récupérer une copie qui va être placée ici et qui sera sous garde. On a des gardes, des membres d'équipage ici qui nous permettront donc d'être positionnés à gauche ou à droite, qui vont avoir des rôles différents dans le jeu. Sachant que tous les objets que nous allons récupérer sur la planète ont à chaque fois donc un dessin, un symbole qui définit le type et aussi une valeur. Le symbole qui définit le type, eh bien, on va retrouver les mêmes symboles ici et quand je vais récupérer un objet mauve de type bracelet, eh bien, je vais pouvoir mettre un petit cube sur le mauve de type bracelet, donc la ligne qui se trouve ici et la colonne mauve. Donc c'est comme ça qu'on va aller chercher des artefacts plus spécifiques qu'un autre au niveau du jeu. Chaque type d'artefact a sa place dans le plateau. Vous voyez que ici, si je devais piocher à un moment ou à un autre un orange de type bracelet, eh bien je le placerai systématiquement ici. Autre remarque au niveau des artefacts, il y a un numéro. Cette valeur ici, c'est une valeur à la revente quand on va le revendre au marché noir, mais c'est aussi la façon de définir sa rareté. Pour connaître le nombre d'artefacts de ce type qu'il y aura dans tout le jeu, eh bien on fait 9 moins la valeur indiquée et vous avez alors le nombre d'artefacts. Dans mon exemple, c'est un mauve donc à 5, c'est-à-dire qu'il y a donc 4 fois cette pièce-ci dans tout le jeu. Si j'en rate 3 dans la partie et que la 4e arrive, eh bien il est temps de se jeter dessus. Ce qui veut dire qu'un artefact qui a une valeur de 6, on n'en trouvera que 3. Si vous ratez celui-là, il sera plus difficile de faire ensuite des lignes ou des colonnes complètes au niveau de votre jeu parce qu'il y a un but de faire des lignes ou des colonnes complètes dans votre tableau de stockage des exemples de votre vaisseau. Au début du jeu, on va retrouver dans sa main 3 cartes qui vont servir à faire des déplacements. Ce sont les symboles de déplacement qu'on retrouve ici. Donc on a une carte à 2, une carte à 4 et une carte à 3. Ce sont des cartes que l'on va garder de manche en manche. Il y aura 3 manches de jeu. Et à chaque début de manche, on récupérera ces cartes-là. On est certain de les avoir de manche en manche. Pour le reste, on commence avec 6 cartes et à chaque manche, on récupérera 6 cartes dans sa main. Des cartes qui ont des couleurs et des symboles spécifiques. Les symboles sont associés au vaisseau dans lequel on peut faire les ventes ou au marché noir qui se trouve ici et on en aura besoin pour activer une zone ou une autre. Les couleurs, même principe, on en aura besoin pour aller chercher un type d'artefact à faire une action sur la couleur spécifique. Donc il se peut très bien, comme ici, que vous n'ayez pas toutes les couleurs dans votre main dès le départ, donc pas possible pour moi d'aller jouer quelque chose au niveau des oranges. Vous avez une aide de jeu qui est superbement bien faite parce que toutes les actions sont bien reprises ici avec une belle petite iconographie très simple au niveau de son usage qui va me permettre de savoir les actions que je peux faire. Et à chaque tour de jeu, je vais pouvoir jouer 2 actions.
Pour jouer une action, je me défausse d'une carte de ma main. Donc la carte, laquelle, ça dépend de l'action, du type d'action que l'on veut faire. Quand on commence la partie, la première action que l'on fait en tant que premier joueur, ça va être de placer un de ces explorateurs. On en a déjà 2 au départ, ils sont tous placés au même endroit sur le premier et le 4e vaisseau du jeu. Le 3e explorateur, on le place exactement où on le veut par rapport à l'action que l'on désire faire. Donc par exemple ici, je vais me mettre près de cette zone-ci. Chaque zone est reliée entre elles, qui va me permettre de faire des déplacements. Une zone, c'est une zone de fouille quand il y a des artefacts à récupérer, sinon ce sont des espaces pour les marchés noirs, pour le vaisseau ou autre. Et on va ainsi avoir nos bonhommes à un endroit séparé. Il n'y a pas de raison que vos explorateurs soient à 2 au même endroit. On n'a pas d'utilité ou pas d'autorisation de toute façon pour le faire. Premier type d'action, c'est le voyage. Le voyage est très simple, ça va me permettre de déplacer mes personnages d'un certain nombre de cases. Donc vous avez vu ici, vous avez 3 cartes qui me permettent de faire des déplacements, 2, 4 ou 3 déplacements. Mais toutes les autres cartes de couleur peuvent toutes être utilisées pour faire 3 déplacements. Donc je me défausse d'une carte, je peux déplacer mes personnages de 1, 2, 3 si je le désire, ou alors 1 ici, plus 1 là-bas, plus 1 là-bas. Aucun souci, je peux les diviser. Au niveau de mes déplacements, ce n'est pas vraiment un gros problème. C'est l'action la plus simple. Deuxième type d'action, très simple aussi, c'est d'excaver. Excaver, ça va me permettre de récupérer des ressources dans un site de fouille. Il est indiqué, on va jouer une carte de couleur, donc par exemple le mauve. Je peux excaver, je peux fouiller 2 fois une zone. Alors, 2 fois une zone, ça veut dire 2 zones de fouille différentes. Donc, ma première action de me déplacer, j'avais tout intérêt à déplacer celui-ci, 1, 2, 3, pour me retrouver ainsi sur une deuxième zone de fouille. Et je peux récupérer donc dans 2 zones différentes les artefacts qui y sont. Par exemple, ici un 6 et un 5. Entre le 6 et le 5, je prends le plus gros, c'est plus rentable, c'est plus rare. Et je n'aurais pas pu faire 2 fois sur la même zone de fouille. Donc c'est 2 excavations, mais sur 2 zones de fouille différentes, là-bas où j'ai des personnages à moi. Ces artefacts que j'ai récupérés, ils vont aller dans mon vaisseau de stockage. Alors, mon vaisseau de stockage, j'ai 8 places de stockage, mais je n'ai que 5 places destinées aux excavations. Et j'ai 3 places qui sont destinées à ce que je vais récupérer dans le marché noir. Quelque chose que je récupère dans le marché noir peut aussi être placé dans un espace prévu pour une excavation normale. Mais par contre, un produit que j'ai excavé ne sera jamais placé dans les cases destinées au marché noir. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai récupéré ceci, je vous ai dit, vous pouvez en faire un exemple, vous pouvez en garder un exemplaire pour vous. Eh bien, c'est le 5 avec une sorte de petit triangle en mauve, il se trouve ici. Et le 6 ici avec le petit bec de canard, il se trouve là-bas au-dessus. J'ai donc placé 2 marqueurs ici qui vont me permettre donc d'avoir peut-être une ligne ou une colonne complète qui va me rapporter des points de victoire en fin de jeu. Si au cours du jeu j'arrive à avoir mon 4e marqueur dans une colonne, donc que je récupérerai les 2 autres types d'artefacts qui me manquent et que je placerai un 4e marqueur, alors immédiatement je pioche une carte de la réserve, que je vais remettre ici, qui va donc se placer dans ma main. Si je pioche une carte et que je la mets dans ma main, automatiquement je vais récupérer une action de plus vu que chaque action c'est défausser une carte. Donc très intéressant. Donc si à un moment je n'avais plus de marqueur, plus d'hommes ici et que je désire récupérer ceci pour aller le mettre ailleurs dans le plateau de jeu, je peux toujours récupérer un marqueur qui se trouvait ici pour aller le mettre ailleurs dans un plateau de jeu ou sur le plateau ici si j'en avais besoin. Ça refera à nouveau un vide et que plus tard je complète ma colonne, je ne peux pas une 2e fois piocher une carte pour une colonne qui avait été complétée, puis vidée et recomplétée derrière. Ça, c'était donc l'excavation. L'action suivante, par exemple, le marché. Le marché, ça va être effectivement d'aller modifier les attentes dans un vaisseau ou un autre et inciter à ce qu'il y ait plus d'acheteurs pour une ressource que vous voulez vendre. Pour ce faire, vous avez besoin du symbole du vaisseau dans lequel vous voulez faire une vente, mais aussi d'avoir un explorateur qui soit présent sur le site où est posé le vaisseau. Donc ici, si je veux aller agir sur ce vaisseau-là, j'ai besoin d'avoir mon explorateur sur ce symbole-ci. Alors attention,
Ça, c'est bien le vaisseau, le dessin du vaisseau est à côté. Ça, c'est le même symbole, mais c'est le marché noir. C'est le marché noir avec ces deux symboles-ci. Et donc, chacun a un marché noir, tandis que là-bas, j'ai bien le dessin associé au vaisseau dans lequel je me trouve. Donc ici, j'ai besoin de ce symbole-ci. Je vais jouer ma carte. Hop, je vais la mettre ici. Et je vais donc pouvoir aller faire une action de marché ici avec mon personnage. L'action de marché, c'est quoi? C'est 3 actions, mais certaines sont optionnelles. Donc la première, c'est que je vais envoyer un vendeur dans ce marché-là qui va pouvoir être le point de contact entre ma faction et les acheteurs qui se trouvent ici. Ensuite, je vais pouvoir inviter des acheteurs étrangers à être présents sur ce vaisseau où je compte faire une vente. Les acheteurs, ce sont l'acheteur blanc, qui est un acheteur qui est prêt à acheter n'importe quel type de ressources, qui aime toutes les ressources qui viennent de la Terre, très simplement. Et vous avez l'acheteur de la couleur qui vous intéresse le plus, celle que vous voulez vendre. Donc pour moi ici, ce serait donc le mauve. Je vais aller récupérer un mauve. Je ne suis pas obligé de mettre ces deux acheteurs. Mais si je place le blanc et le mauve, je vais mettre le blanc en premier et celui coloré ensuite. Où est-ce qu'ils vont se placer? Ils vont se placer ici au-dessus. Et donc, on va faire rentrer les acheteurs au fur et à mesure dans cette zone-ci. Et comme il n'y a que 4 places, à partir du moment où j'en rajoute un 5e, le premier va donc sortir de la zone et il va retourner se placer ici. Ce qui veut dire que dans mon exemple, où je comptais favoriser la vente des mauves, c'est peut-être pas le meilleur des choix parce qu'effectivement, j'ai rajouté un mauve ici, mais j'en ai fait sortir un autre là-bas. Et donc, dans l'absolu, ce n'était pas le meilleur des choix parce qu'en fait, je n'ai pas du tout changé la demande qu'il y avait dans le plateau ici. Ce qui veut dire que dans mes choix de placement, hop, je reviens ici, je ne vais peut-être pas placer le blanc, qui est un acheteur comme un autre, mais qui va pouvoir être utilisé pour n'importe quelle couleur, je vais juste placer un mauve. Ainsi, j'ai modifié le niveau de la demande au niveau des artefacts mauves, parce qu'il y a une aussi grande demande en mauve qu'en vert, ce qui va être beaucoup plus rentable pour moi. Donc, 1. Placer un vendeur. 2. On peut placer un blanc et un de la couleur que vous voulez, mais si vous prenez les deux, c'est le blanc en premier et la couleur ensuite. Ici, je n'ai donc limité qu'à un mauve supplémentaire. Ça va me servir à quoi de changer ici? Eh bien, de faire l'action suivante, qui est l'action de vente. L'action de vente, je la fais avec n'importe quelle carte, même une carte de déplacement. Il n'y a pas de symbole spécifique, je joue une carte, si je ne compte pas trop me déplacer, ou si je veux garder mes cartes de couleur qui de toute façon font aussi déplacement pour plus tard, je peux me débarrasser de ma carte de déplacement pour faire une action de vente. Quand je vais vendre, je vais choisir un type d'artefact, une couleur d'artefact que je vais vendre. Donc, tout de la même couleur, je ne peux pas vendre un petit peu de rouge, un petit peu d'orange, non, ça va être tout d'une seule couleur. Donc par exemple ici, j'ai 2 artefacts. Je ne peux vendre que dans un endroit où j'ai un vendeur de ma faction et où ce type d'artefact est recherché. Donc il faut au moins avoir du mauve si je compte vendre un artefact mauve. Je peux par contre vendre dans plusieurs vaisseaux, mais je dois dans chaque vaisseau avoir un vendeur et la couleur demandée. Ici j'ai bien un vendeur, il n'y a pas la couleur mauve. Là j'ai un vendeur, j'ai la couleur mauve. Et s'il n'y avait qu'un blanc par exemple ici, j'ai un vendeur et j'ai bien un demandeur de ma couleur mauve. Donc du blanc ou de la couleur que vous désirez vendre, plus un vendeur qui vous appartient. Et bien sûr, vous devez avoir l'artefact à vendre. Ici, je pourrais vendre dans 3 vaisseaux, mais je n'ai que 2 artefacts, donc évidemment, je ne vais vendre que dans 2 vaisseaux sur les 3. On va ensuite déterminer le prix de vente. Le prix de vente dépend donc de la rareté de la chose, du type d'artefact qui est vendu par rapport à la demande. Ici, les 2 artefacts qui sont les plus demandés, ce sont donc le mauve et le vert. Eh bien, ceux qui sont les plus demandés ont une valeur de revente de 9. Qu'importe la hauteur dans laquelle on se trouve. Si on est le plus haut, on a 9. Quand on est deuxième, on a 5. Quand on est troisième, on a une valeur de revente de 2. Et le 4 et le 5e ont une valeur 0. Ici, ils sont premiers à 2. Ça veut dire qu'ils prennent les 2 premières places, même s'ils ont tous les deux une valeur de revente de 9. Il n'y a donc pas de deuxième. Les 2 qui se trouvent ici, qui sont troisième ex aequo, ont donc une valeur de revente de 2, tandis que le jaune qui est dernier a une valeur de revente de 0. On va donc toujours essayer d'aller revendre là-bas où il y a la plus grande demande, parce qu'on a quand même une grosse différence, 9, 5, 2, 0 pour la suite. Donc, l'artefact que je vais revendre, et je choisirai lequel, le 5 ou le 6 ici, je ne vais pas retirer des cubes que j'aurais déjà placés ici, et je vais revendre mon artefact. Si j'en vends un, je vais donc pouvoir le revendre ici. Je vais retirer les 2 acheteurs, donc les mauves ou les blancs.
je vais récupérer aussi mon cube et je vais toucher de l'argent. Le cube, il va aller où? Il va aller dans le centre de commande associé au symbole dans lequel on a fait la vente. Donc ici, il est là, il va donc se retrouver ici. On en parlera plus tard. Les deux acheteurs qui sont ici vont aussi aller dans le centre de commande, donc le vaisseau mère qui se trouve en orbite, et ils vont me rapporter de l'argent supplémentaire. Donc vous avez touché 9 selon la rareté de la chose. Vous allez rajouter, comme c'est indiqué ici, 2 par acheteur qui ont participé à la vente. Donc ici, je récupère 4. Ce que vous avez vendu va aller à la défausse. On n'en parlera plus dans le reste du jeu. Il va être hors jeu complètement. Si j'ai vendu à plusieurs endroits, donc par exemple, j'ai vendu aussi le deuxième parce qu'il y avait un cube de ma faction ici plus au moins un acheteur de la couleur visée. Donc ces deux-là partaient aussi ici. Celui-là serait parti sur le symbole associé qui se trouve ici dans mon centre de commande. Qu'est-ce que ça aurait changé? J'aurais toujours vendu pour 9. 9, ce n'est pas par artefact que vous vendez, mais c'est pour l'ensemble de la vente. Donc que vous en vendiez 1 ou vous en vendiez 2, on va toujours voir la rareté de la chose si vous allez toucher une fois la valeur de rareté. Donc ici, même pour le deuxième, j'aurais touché 9. La différence, c'est que j'en ai envoyé 2 de plus, donc 2, 4 x 2, 8, 9 plus 2, 17. Et comme j'ai vendu dans 2 vaisseaux, je touche 3 de bonus. Donc on était à 17 plus 3, 20. Et en plus, je pioche une carte qui va donc augmenter ma main. L'intérêt donc de vendre dans plusieurs vaisseaux, ça va être de récupérer des cartes et somme toute de vendre des actions supplémentaires. Si j'avais réussi à vendre dans 3 vaisseaux, j'avais un troisième artefact, j'aurais pu vendre donc celui-ci aussi. Hop, le troisième artefact, imaginons il soit parti. Celui-là serait parti ici en plus, j'aurais fait 2 de plus. Le symbole associé, c'est celui-là. Je trouve un petit peu dans tout, mais c'est un pur hasard. Je vends toujours pour 9. Un artefact, 2 artefacts, 3 artefacts, c'est toujours la même valeur, la rareté. Je rajoute ici 5 x 2, 10, 19. Mais par contre, j'ai vendu dans 3 vaisseaux. Dans 3 vaisseaux, je touche 8 en plus. Donc, je passe à 27. Et en plus, à la place de prendre une seule carte, j'en aurais pris 2. Et j'aurais pu choisir celle qui m'intéresse entre les deux et l'autre, je la remettais à la défausse simplement. Si un autre joueur venait placer effectivement, hop, imaginons ici, son cube là-bas, allait faire une vente et vendait par exemple des verts pour lui, parce que c'est la deuxième couleur la plus intéressante actuellement, ce serait la même chose, il serait parti là-bas. Rien d'autre se passe à part qu'on va rajouter des cubes. Il y aura un effet à la fin de chaque manche de points de victoire. Et les 2 acheteurs qui seraient enlevés iraient chasser les acheteurs du centre de commande. Et donc, lors de la deuxième vente, ceux qui sont placés ici vont revenir et vont remodifier alors seulement la valeur de demande d'une couleur spécifique. Ce qui est très intéressant du coup, c'est que quand je vends, je ne déprécie pas directement le type d'artefact que je viens de vendre. Il faudra attendre un petit peu pour que l'information transite à travers les systèmes planétaires et donc que l'on sache que ceci en fait est revenu disponible dans une certaine mesure au niveau planétaire et donc que la demande baisse d'un coup par rapport au nombre de bonhommes que j'ai été envoyé. Plus j'en envoie beaucoup, plus la chute va être grande et donc effectivement le mauve maintenant n'a plus aucun intérêt de revendre vu qu'il est passé à 0. Le vert est toujours intéressant parce qu'en fait, il est toujours là. Tant qu'on ne va pas vendre un autre vert ou une autre couleur, il ne va pas revenir ici. Et donc cette gestion fluctuante de l'offre et de la demande est vraiment très intéressante et très chouette parce que ça bouge. On peut aller chercher un artefact qui n'a pas une grande valeur aujourd'hui, mais au fur et à mesure que vous allez placer des bonhommes sur les marchés, sa valeur va augmenter au niveau de la vente et vous allez alors pouvoir faire un bénéfice lors de la vente spécifique, tandis que les autres vont changer et vont être à nouveau présents après le passage dans le centre de commande. Ces 4 actions que sont le déplacement, l'excavation, la préparation du marché et la vente sont les 4 actions que vous allez faire le plus dans le jeu. À côté de cela, vous avez 3 actions. Non pas qu'elles soient optionnelles, mais en tout cas leur pouvoir dans le jeu est un petit peu moindre. Elles sont vraiment utilisées dans la deuxième partie du jeu, quand on est passé la moitié, qu'on va arriver vraiment dans la 3e manche, où là-bas il y aura un intérêt autre d'aller faire ces actions-là. Ces actions-là sont quoi? Sont le commandement. Pour faire le commandement, vous devez utiliser une carte qui est associée avec le vaisseau et le centre de commande que vous visez. Donc on va vraiment regarder le symbole qui se trouve ici au-dessus. Ce symbole-ci, je ne suis pas obligé d'avoir un personnage qui soit
présent sur la zone, il n'y a pas de notion de personnage sur la zone associée. Ce symbole-ci va me permettre ainsi de faire deux choses. De placer un de mes vendeurs sur le vaisseau associé. Donc ici, de placer un vendeur là-bas. Et aussi de placer un de mes membres d'équipage dans le vaisseau mère du symbole associé. Donc ici, là-bas. À partir du deuxième tour, j'aurai une option qui remplace le fait de placer un de mes membres d'équipage dans le vaisseau mère. Ce sera celle d'activer le pouvoir d'une des parties du vaisseau mère. Pourquoi? Parce que dans le jeu, lors du début de la deuxième manche, indiqué et rappelé ici, on va placer tout autour du vaisseau des cartes qui sont tirées au sort parmi 8 cartes. Donc on ne connaît pas au premier tour de jeu quelles seront les cartes qui vont être placées, qui me permettront de faire une action spéciale. Donc je pourrais très bien, plutôt que de placer mon bonhomme au centre de commande, je place toujours celui dans le vaisseau si je le désire. Et si je vous ai dit, si vous n'en avez plus ici, vous pouvez toujours en prendre un de là-bas pour le mettre, ou un de là-bas pour le mettre. Bien, à la place de en placer un nouveau, je vais pouvoir en récupérer un, parce que vous n'en avez peut-être justement plus et vous voudriez les mettre ici. Je vais pouvoir en récupérer un. Donc, hop, je récupère celui-là. Et je vais faire l'action qui est associée. Ici, ça va être de tirer 4 cartes, et des 4 cartes, en choisir une que je vais garder dans ma main. Donc, somme toute, de refaire une action de plus dans l'ensemble du jeu. Là, j'ai tiré avoir 4 crédits par colonne qui est terminée. Et là-bas, de récupérer toutes mes cartes de déplacement, de fuel, ces cartes-ci, que j'aurais défaussées pendant cette manche-ci, les récupérer dans ma main et donc pouvoir rejouer dessus pour faire des déplacements ou pour faire des ventes, vu que pour faire une vente, je n'ai pas besoin d'une carte spécifique. Lors de la troisième manche, le blanc est remplacé par du jaune, on va retourner ces cartes-ci qui vont donc donner un pouvoir plus intéressant si je récupère mes cubes ici. Donc souvent, on va utiliser plutôt cette action-ci dans la dernière manche du jeu parce qu'on va avoir un pouvoir plus intéressant lors de la récupération de ces bonhommes plutôt que de les placer ici. Surtout que jusque la fin de la deuxième manche, vous avez assez de cubes que pour en stocker un petit peu partout. C'est après que ça va devenir plus compliqué. Ce sont des actions qui sont un petit peu plus intéressantes parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus fortes. Par exemple, à la place de piocher 4 cartes et d'en garder une, je vais pouvoir rejouer un tour immédiatement comme si j'avais la carte en main, donc je n'ai pas besoin de chercher une carte spécifique, je l'ai directement en main et en plus je la joue tout de suite. Là on va gagner de l'argent par rapport aux lignes et aux colonnes qui seraient terminées et ici on peut directement en plus récupérer nos cartes grises, faire directement une action supplémentaire ce tour-ci. Donc dans tous les cas c'est une action de commandement qui est vraiment plus utile à faire dans la fin du jeu qu'au départ, mais dans cette première partie de jeu, ça me permet quand même de placer des cubes où je veux sans devoir avoir mon symbole qui se trouve ici pour aller placer dans le vaisseau associé. Sinon, quand vous faites le marché, n'oubliez pas que vous devez avoir un explorateur près du vaisseau dans lequel vous voulez aller inviter des acheteurs et placer un de vos vendeurs. Ensuite, nous avons la contrebande, donc le marché noir. Le marché noir, pour ce faire, vous devez avoir votre explorateur qui est placé dans une zone de marché noir et vous devez jouer une carte qui contient le symbole de marché noir dans lequel vous êtes. Donc ici, récupérer le même symbole pour faire l'action de marché noir. L'action de marché noir va me permettre de faire deux choses au choix. Soit je vais acheter ici, soit je vais vendre là. Si j'achète, je prends deux couleurs différentes que je n'ai pas de prime abord. Et donc je vais être plus intéressé d'aller au marché noir pour compléter des lignes ou des colonnes que je n'aurais pas encore de complète parce que je n'aurais pas récupéré sur le jeu les artefacts associés, comme par exemple des artefacts qui valent 5 ou des artefacts peut-être ici qui valent 7. Donc très rare, un artefact à 7, il n'y en a que 2 dans le jeu. Autrement dit, s'il est visible sur le marché noir, c'est vraiment l'occasion d'aller le chercher. Je vais donc prendre deux couleurs différentes, par exemple ici un 5 et un 5, un orange et un jaune. Je n'avais pas d'orange dans ma main, donc je n'aurais pas pu aller les chercher moi-même. C'est l'occasion d'aller en chercher ici. Je les paye combien? Eh bien, je le paye la valeur normale de l'artefact plus 1. Donc 5, 5 plus 1, ça fait 12. Je paye 12 pour récupérer ces deux artefacts-ci. Je peux les placer ici dans mes cases de marché noir. Ce sont les seules manières de les placer dans ces cases-là. Et je vais donc récupérer les cubes associés à ces symboles-là, donc ici et là-bas. Chaque artefact que vous ramenez dans votre vaisseau, qu'importe la manière de le ramener, vous permet de placer un exemplaire
de cet artefact-là dans votre vaisseau. L'autre option, c'est de faire le chemin inverse, de prendre des artefacts qui sont dans votre vaisseau, de les vendre dans le marché noir au prix indiqué pour chacun, donc ici 5 et 5, donc 10, et de les placer en dessous du marché noir. Ils réapparaîtront donc plus tard quand le marché tournera, simplement. J'en vends deux, j'en vends de valeurs différentes et je touche la valeur indiquée. Ce qui veut dire que les artefacts les plus courants, des artefacts en rouge comme ça qui valent 1, mais ils ont peu d'intérêt d'être vendus ici. Il vaut mieux de toute façon aller le revendre là-bas, même si c'était un troisième niveau de vente qui vaudrait 2, parce qu'en plus vous allez vendre, récupérer des bonhommes, les retirer, tout ce qui va avec, et donc toucher des bonus, peut-être même les vendre sur plusieurs vaisseaux différents. Tandis que les vendre ici aura très peu d'intérêt, et quelque part, même des artefacts qui valent plus à 6 ou à 7 n'ont pas nécessairement un gros intérêt de venir ici les vendre, parce qu'en fait, ils vont être dans le jeu, et donc ils vont pouvoir remonter tout en haut et être achetés par un autre joueur qui permettra de combler des trous. Donc je préférais souvent aller vendre dans les vaisseaux pour retirer un artefact de grande valeur du jeu par rapport aux autres joueurs, et les petits artefacts, j'ai intérêt aussi à les vendre dans les marchés, parce qu'ici ils n'ont pas une grande valeur de revente. Donc le marché noir, très utile pour aller chercher des artefacts qui vous manquent, moins utile pour aller les revendre. La dernière possibilité d'action, c'est la surveillance, c'est-à-dire la préparation des prochaines fouilles. Ici, on a un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1, donc ici 3 joueurs, 4 cartes, et ça va représenter les prochains lieux de fouille, les endroits où on va remettre des artefacts parce qu'on a été fouillé ces endroits-là. Donc la prochaine manche, on va fouiller 2 fois le jaune, 1 fois l'orange et 1 fois le vert. Si vous ne voulez pas que ce lieu de fouille soit vraiment celui qui va être développé, parce que vous préférez qu'il y ait une autre couleur que vous avez déjà, mais qu'ainsi il y en aura plus, s'il y en a plus, ils seront plus intéressants, il y aura une meilleure valeur de revente, eh bien on peut changer ces valeurs-ci. Je vais prendre une carte de ma main, je vais la placer à la place d'une carte que je veux remplacer, que je vais mettre à la défausse, et je vais mettre un marqueur de ma couleur pour indiquer que cette carte a été remplacée lors de ce tour et ne peut plus être remplacée maintenant. Ce n'est pas tout. Le fait de faire ceci va me rapporter un marqueur de positionnement pour le tour suivant. Le premier à faire l'action de surveillance, eh bien, va récupérer le marqueur de premier joueur. Donc au prochain tour, ce sera lui, le premier joueur du prochain tour. Les suivants auront le deuxième et le troisième marqueur de positionnement, cela va de soi. Et enfin, la dernière action associée, ça va être de pouvoir piocher 2 tuiles, artefacts, de la couleur de la carte que vous avez placée, pas celle que vous avez retirée, et de les regarder. Vous devez, dans ces 2 cartes, en choisir une qui va être ajoutée sur la carte. Et donc, je peux choisir entre une 3 et une 7 qui va être ajoutée sur la carte de la Terre. Toujours sous le symbole associé, je ne le mets pas où je veux, je le mets là-bas où il y a le même symbole qui définit l'endroit de fouille. L'autre tuile, soit je n'en veux pas, et elle repart en dessous de la pile, soit je l'achète. Mais si je l'achète, je paye 2 fois le prix indiqué, donc ici 14. 14 pour récupérer une 7, c'est très cher, mais une 7, il y en a 2 dans le jeu. Et donc, si vous n'êtes pas certain d'aller la récupérer dans le même tour parce qu'éventuellement vous aviez misé sur votre chance de la piocher et être positionné déjà sur l'endroit où on va pouvoir le récupérer, donc ici, eh bien, il vaut peut-être mieux l'acheter à 14 pour compléter une case dans votre plateau, parce que sans ça, vous ne l'aurez peut-être jamais du jeu. Donc, c'est à vous de voir si vous l'achetez à 2 fois son prix, si vous la placez sur la carte ou si vous la remettez en dessous de la zone. Et si je l'achète, je la place dans une zone de stockage officielle, vu que j'ai dit ceci, ce n'est que pour le marché noir et donc aucune autre manière de récupérer des artefacts. On va donc jouer ainsi jusqu'à ce que les joueurs décident de passer. Quand on passe, c'est parce qu'on n'a plus de cartes en main ou c'est que les dernières cartes que l'on a ne nous permettent pas de faire des actions possibles. On va pouvoir récupérer 2 cartes de sa main pour la manche suivante. Donc si j'en avais 3, j'en ai une que je vais devoir défausser, ce qui n'est pas un bon choix évidemment. Les cartes grises, on les récupérera toutes à la manche suivante, ainsi que des cartes qui vont être piochées en plus. Alors à la fin de chaque manche, il va y avoir un décompte d'argent supplémentaire qui va définir la majorité dans chacune des 3 cases. À la fin de la première manche, celui qui est majoritaire dans un centre de commande va toucher 5 crédits, les autres n'auront rien. Dans la deuxième manche, celui qui est majoritaire va toucher 10 crédits, le deuxième va en toucher 5. Si jamais il y avait une égalité pour un niveau spécifique, on ferait la somme du premier et du deuxième et on diviserait par le nombre de joueurs. Donc ici, ça fait 15 divisé par 2, 7,5 arrondi à l'inférieur, ça fait 7. Et rose n'a rien.
Et à la troisième manche, on aura donc 15, 10, 5, même principe en cas d'égalité. On fait la somme des places qui auraient dû être attribuées, on divise par le nombre de joueurs, on arrondit à l'inférieur et chacun gagne cela. Début de la deuxième manche, je vous ai dit vous placez les cartes blanches. Début de la troisième manche, vous les retournez pour faire les cartes jaunes. Et au début de chaque manche, on va nettoyer un petit peu notre zone ici. C'est-à-dire qu'on va faire redescendre tous nos bonhommes qui étaient en haut pour qu'ils soient mis tout en bas. S'il y avait un endroit où il y avait 4 acheteurs, celui le plus bas va être redescendu, va retourner ici. Et ensuite, on va compléter pour avoir au moins 3 acheteurs dans chaque zone en retournant les cartes au fur et à mesure pour ainsi compléter les zones mauve et vert, les zones de chaque endroit afin qu'on en récupère 3 dans chaque espace. On va récupérer les cubes qui seraient placés ici. On va redéfinir l'ordre du tour par rapport au marqueur de positionnement qu'on avait eu, qu'on va rendre. Et ces cartes-ci vont me permettre de définir ce que l'on va recharger. Comme on avait dit, les surveillants vont définir les sites de fouille. Pour chaque zone d'une couleur associée, on va prendre 3 tuiles. 2 vont aller sur la terre, une va aller sous le marché noir. Hop. Et donc à nouveau, je n'ai pas le choix de l'endroit où je les place. Ça dépend de mon tirage. Ici, on va donc placer 3 jaunes. Là, on va mettre 3 oranges. Toujours une qui va sous le marché noir. Et encore 3 vertes. Il se peut qu'une des piles d'artefacts ne soit plus du tout disponible et qu'il n'y en ait plus ici. Auquel cas, il n'y aura rien qui serait chargé dans la zone. On va ensuite faire tourner le marché noir. Pour chaque pile, on va prendre celle du dessus et on va la mettre en dessous. Vu qu'elle n'avait pas été demandée, pas achetée, elle va donc vous permettre d'avoir une nouvelle zone visible. Les tuiles de marché noir, vous pouvez aller voir ce qu'il y a dans le paquet. Donc vous pouvez très bien à un moment dire tiens, ça va être quoi la prochaine pour vous préparer justement à un autre achat. Par contre, ces tuiles-ci, on ne peut pas aller voir ce qu'il y a dans le paquet vu qu'évidemment, ce sont des piles qui vont être prises quand vous faites une rotation au niveau des surveillants. Donc un changement qui se trouve ici. Les 4 surveillants ici sont enlevés et on en replace 4 nouveaux pour la manche suivante. Lors de la dernière manche, on ne les change pas, on laisse les mêmes, de toute façon ils n'ont pas d'impact. Mais par contre, quand on placera des cartes pour faire l'action surveillance, on ne mettra plus des cubes à sa couleur dessus pour dire que l'autre ne peut pas y aller, on pourra toujours y aller, on pourra leur faire plusieurs fois l'action pour aller essayer de piocher souvent la tuile qui nous manque en espérant qu'on la récupérera à ce niveau-là, ou en tout cas qu'on la trouvera pour la mettre ici pour aller faire une excavation directement. On va ensuite récupérer des cartes dans sa main. Les cartes de sa main, on va faire des mains de 8 cartes pour chaque joueur. Chaque joueur dans les 8 cartes va pouvoir récupérer 2 cartes qu'il va mettre à part. Il va passer les cartes à son voisin. Le voisin va en récupérer 2, on fait tourner, on en récupère 2, on fait tourner et les 2 dernières vont être défaussées. Et donc, avec ce draft, on va récupérer à nouveau 6 cartes qui vont nous permettre de préparer notre jeu. Et on va bien réfléchir aux cartes qu'on va prendre par rapport aux couleurs que l'on vise, par rapport aux symboles et aux actions que l'on espère faire dans tel ou tel vaisseau, et ainsi préparer les actions de toute cette manche-ci. On fait la même chose à la manche 3, et quand on arrive à la fin du jeu, après avoir fait le décompte qui se trouve ici, on va faire le décompte des points de victoire qui se trouvent sur votre plateau, où on va regarder pour chaque colonne et pour chaque ligne le nombre de gardes, donc de cubes qui ont été placés. Si j'en ai 2 ici dans cette colonne-là, qu'importe l'endroit où elle se trouve, eh bien, je vais toucher 4 points de victoire. Les points varient selon chaque colonne. Idem pour chaque ligne, là-bas il en faut minimum 3. Et donc si vous avez fait des lignes à 5, il y a moyen de faire énormément de points, presque la moitié des points de votre jeu peuvent être faits ici si vous avez des lignes et des colonnes qui sont complètes. Donc très intéressant ici, seulement vous avez un nombre de cubes limité et c'est pas très facile de toute façon de trouver les plus rares. Donc les 7 ou les 6 sont plus difficiles à trouver, on sautera plus vite dessus qu'une 1 ou qu'une 3 qui va être plus nombreuse dans l'ensemble du jeu. Un petit mot sur les différentes factions possibles et leurs effets. Ici, j'ai joué avec les roses et leur intérêt ici, c'est que quand on joue les cartes de surveillant, on va piocher non pas 2 tuiles, mais on va en piocher 3. Des 3, on en choisit une qui va aller directement dans notre stock et donc activer le symbole associé. Une que l'on va pouvoir payer à double ou remettre en bas de la pile et l'autre que l'on va remettre dans le jeu à son symbole associé. Le jaune, le pilote,
lui va me permettre de faire à chaque tour un déplacement gratuit. Donc au début du tour, je vais pouvoir déplacer un de mes explorateurs d'une case, très simplement. Le marchand, sans doute la faction la plus forte du jeu, va me permettre de vendre dans un endroit où je joue la carte. Donc si je joue la carte ici, je vais pouvoir vendre ici, sans même avoir de vendeurs qui m'appartiennent. Et donc ça me permet d'aller facilement faire des doubles ventes en me plaçant quelque part et en vendant ainsi à deux endroits différents. Mais son obligation, c'est de jouer un symbole de carte qui est de l'endroit où je vais pouvoir vendre sans avoir de vendeur. Sans ça, on joue une carte libre lorsqu'on fait une vente. Les contrebandiers ici me permettent de faire, quand je fais une action de vente, d'acheter immédiatement un artefact qui se trouverait ici en payant le prix normal, pas en payant +1. Et cet artefact, je peux le revendre immédiatement si je le désire. Mais la condition, c'est d'avoir quelqu'un qui est placé dans un marché noir pour pouvoir faire l'action. L'excavateur lui permet de faire de la récupération de ressources dans l'endroit où il se trouve et dans l'endroit adjacent sans avoir besoin d'avoir un explorateur. Donc en une action d'excavation, je peux directement récupérer ces deux tuiles-ci. Très intéressant, en tout cas au moins au début du jeu, pour avoir beaucoup d'artefacts. En plus de la version de base, il y a déjà une extension qui est sortie. Cette extension, c'est Second Wave. Second Wave apporte quoi en plus? Eh bien, elle apporte essentiellement deux nouveaux personnages qui sont rajoutés dans le système, à savoir ici les collecteurs qui vont permettre de récupérer des cartes en plus quand on fait des colonnes. Donc quand on termine une colonne avec tous les cubes, à la place de prendre une carte de la pioche, on en prend deux. Et donc maximum 5 fois dans le jeu. Et puis vous avez les influenceurs qui sont sans doute la faction la plus équilibrée du jeu, qui vont permettre quand on joue l'action de marché pour rajouter un cube, donc dans un marché, plus rajouter un blanc et une couleur de son choix, et bien de pouvoir placer 2 fois la couleur de son choix dans le marché où on est, donc potentiellement 2 ici, et le blanc d'aller le placer dans un autre marché, un marché où on n'est pas en train de jouer, mais donc il va permettre d'augmenter directement dans un autre marché les possibilités de vente. Donc très intéressant au niveau de la balance. En plus de ceci, vous avez dans l'extension des cartes qui sont rajoutées à chaque joueur, qui vous permettent ainsi d'avoir une sorte de carte joker qui est valable pour toutes les couleurs et qui est associée pour chaque joueur à un symbole spécifique. Donc très intéressante d'avoir cette carte-ci en plus. Et il y a des conditions aussi pour les récupérer. Vous avez aussi des objectifs à atteindre qui vont vous permettre d'avoir des points de victoire supplémentaires, donc de l'argent. À partir du moment où vous avez atteint l'objectif, il est à le retourner pour les autres joueurs qui atteignent aussi cet objectif-là, qui en toucheront un petit peu moins. Mais très intéressant, ça permet d'augmenter un petit peu les possibilités sans être une révolution en tant que telle. Et vous avez aussi un vaisseau supplémentaire dans lequel on va envoyer des personnages et qui vont vous permettre eux aussi d'avoir des points de victoire à la fin de la 3e manche. Et les deux nouveaux personnages, eux, sont vraiment très bien parce que dans l'ensemble du jeu, je ne vous conseillerais pas nécessairement de jouer de manière aléatoire avec tous les personnages. Certains personnages sont vraiment très différents l'un de l'autre et apportent des avantages trop importants. Si je devais faire une sélection un petit peu équilibrée au niveau des personnages, je prendrais l'influenceur, je retirerais ceux qui sont trop forts, donc je garderai le pilote qui permet de faire un déplacement à chaque tour, je garderai l'excavateur afin de ramasser plus de ressources et je garderai le psychique qui permet ici, quand on va faire l'action de surveillance, de récupérer 3 jetons au lieu de 2 et d'en garder un dans sa main. Ces 4 là sont assez équilibrés, ne vont pas changer radicalement la face du monde au niveau du jeu et ne vont pas avantager un joueur par rapport aux autres. Par contre, si vous jouez effectivement d'un côté avec le marchand qui permet d'aller vendre même à l'endroit où on n'a pas de vendeur et que dans le même temps vous jouez le collecteur qui ne pourra faire son action que 5 fois au maximum mais peut-être que 3 fois dans le jeu, on a un joueur qui va profiter de son bonus 2 fois par manche minimum contre un autre qui va avoir son bonus que 3 fois dans l'ensemble du jeu. C'est vraiment pas équilibré. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment des sélections à faire ou alors vous acceptez qu'il y a une différence ou vous donnez celui qui est plus fort au joueur le plus faible de votre groupe, ainsi pour contrebalancer les différences de jeu. Ça, c'est une possibilité, c'est à vous de voir comment le gérer. Donc, Excavation Earth, c'était vraiment un jeu très agréable à jouer au niveau de son développement, au niveau des gestions qu'il faut faire. On va essentiellement jouer avec 4
action dans la majeure partie du jeu, sauf ceux qui ont des avantages à aller faire autre chose. Il y a un intérêt une fois aller ici pour aller chercher la place du premier joueur éventuellement, pour préparer une action pour la manche suivante. Mais sinon, les actions de surveillance, les actions de commandement, qui permettent donc d'aller ici et dans un marché directement, ou les actions de marché noir pour la revente, sont souvent moins intéressants que d'utiliser les actions normales de vente dans un marché de manière générique. Des icônes nickel qui vous reprennent vraiment toutes les phases d'action en très peu de place. Donc très bien au niveau de la gestion, la qualité des cartes, la qualité du plateau, la qualité des pions. Voilà, c'était Excavation Earth avec Pardieu. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas un petit pouce et de vous abonner. Bon jeu!